Bonjour, eh bien écoutez, je suis ravie de vous rencontrer. C'est une nouvelle expérience parce que bon, j'ai déjà fait un certain nombre de conférences, mais qui s'adressent directement à un public enseignant. Donc là, c'est un public nettement diversifié et donc très intéressant et d'autant plus qu'il est motivé, donc ça plaît beaucoup. Enfin, ça me plaît beaucoup. Alors voici donc un peu ce qui va se passer là tout à l'heure, enfin là maintenant. Donc en premier, donc une partie sur un peu plus théorique sur qu'est-ce que d'abord l'enfant précoce, ensuite la prise en compte d'un certain nombre de points scientifiques et la théorie de Howard-Gardner, donc que je vous développerai assez rapidement. Là-dessus, vous aurez un petit exercice à faire. Donc Christian, est-ce que tu pourrais faire passer cette corbeille à tout le monde? Il faudrait que vous preniez chacun une étiquette. Ce serait très gentil. Donc il faut que la corbeille soit passée chez tout le monde avant une demi-heure, trois quarts d'heure. Enfin, d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. Ensuite, je vous présenterai un petit peu justement les applications pédagogiques donc, liées à la théorie et ce que donc, nous avons mis en place et ce que nous préconisons justement pour tous les enfants et notamment, entre autres, pour les enfants donc, EIP. Et je donne la parole à Pascal. Je vais dire Patricia encore. Bonjour. Moi, je vais vous présenter les caractéristiques de l'enfant intellectuellement précoce. Bon, d'abord, sur le plan cognitif. Tout d'abord, chaque enfant est différent. Tous les EIP n'ont pas les mêmes spécificités. Toutes les caractéristiques ne se retrouvent pas donc chez tous les EIP. C'est l'existence de plusieurs de ces caractéristiques qui peuvent faire penser à la précocité intellectuelle. Être EIP, j'ai quand même envie de dire que c'est une chance d'être EIP. Mais ce n'est pas toujours facile à gérer, ni par les parents, ni par les enseignants. Donc, parmi les premières caractéristiques, il y a l'aisance verbale. D'abord, un EIP parle bien et parle tôt. Ça fait déjà partie des premiers signes de reconnaissance. L'EIP est créatif. Créatif, inventif. Tout petit, il va essayer de bricoler ce qu'il a, ses petits jouets, etc. Et donc, au niveau de l'enseignement, effectivement, il a besoin de mettre en œuvre sa créativité pour s'épanouir. C'est aussi un enfant qui a une grande curiosité, de nombreux centres d'intérêt. Il pose souvent des questions à papa, maman, il pose aussi des questions à l'enseignant. Parfois même, il en est fatigant. Alors, à quoi s'intéresse-t-il? Il s'intéresse à tout. Ça dépend des EIP, bien entendu. Parmi les choses qui reviennent régulièrement, ce sont effectivement les dinosaures. Ils adorent l'informatique et ils adorent aussi tout ce qui est planète. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la collection de pierres, ça peut être les dauphins, ça peut être vraiment n'importe quoi. Mais ce sont des enfants passionnés. L'EIP est en quête perpétuelle de sens. Sans le sens, l'EIP n'a pas envie d'apprendre. Il ne peut apprendre sans comprendre. Il a besoin de comprendre tout ce qui se passe autour de lui. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il est toujours pourquoi, comment, etc. Il a besoin d'un apprentissage dans sa globalité. L'exercice 3, page 24, pour lui, ce n'est pas possible. Faire des petits exercices comme ça, un petit peu de saupoudrage, ça ne lui plaît pas. Donc, il a besoin vraiment d'avoir un apprentissage qui a un sens, comme par exemple la pédagogie de projet, mener des projets dans différents domaines, ça l'intéresse. Mais par contre, notre petit EIP pense qu'avoir compris, ça suffit. Et souvent, il a du mal à apprendre. Il ne développe pas de stratégie d'apprentissage, puisqu'il s'imagine qu'avoir compris, ça lui suffira. Et en général, ça se ressent au niveau des contrôles. C'est un enfant souvent peu scolaire. Pas toujours, bien sûr, mais très souvent peu scolaire. C'est un enfant qui s'investit dans ce qu'il adore. Alors là, s'il est passionné par quelque chose, il va s'investir à fond. Et puis, dans les choses qu'il n'aime pas, il peut se désinvestir complètement. Donc, ce n'est pas du tout un enfant scolaire. Parmi les difficultés qu'il peut avoir, il y a justement la difficulté de passer à l'écrit. Alors, il y a deux choses à voir dans le passage à l'écrit. Il y a le passage à l'écrit, on va dire, la production d'écrit. Le problème, c'est que c'est un enfant qui a des tas d'idées dans la tête, mais ça fourmille tellement dans sa tête qu'il ne sait pas comment ordonner ses idées. Donc ça, c'est la difficulté pour passer à l'écrit. Maintenant, il y a une deuxième difficulté pour passer à l'écrit pour de nombreux enfants, c'est-à-dire plus
que dans la population non EIP, il a des difficultés à maîtriser le geste d'écriture. En plus, c'est un enfant très souvent perfectionniste. Pour certains, sans la perfection, ce n'est pas la peine de produire, déjà. Alors justement, qu'est-ce que ça va donner au niveau de la vitesse de travail? On s'imagine souvent l'EIP comme celui-là, le petit lièvre qui va très très vite, effectivement. Mais, effectivement, il va très vite dans sa tête. Mais au niveau de l'écrit, parfois, on se retrouve avec une petite tortue. Voilà, on se dit, mais c'est pas possible, quoi, c'est pas possible, puisque s'il était vraiment intelligent, s'il pensait vraiment si vite que ça, il ferait quelque chose beaucoup plus vite. Ben oui, mais justement, avec la difficulté de passer à l'écrit à cause de sa vitesse de réflexion, qui n'est pas la même que la vitesse d'écriture, ça pose problème. Et en plus, celui qui a des mal à maîtriser le geste d'écriture va avoir aussi beaucoup de difficultés pour écrire. Donc ça nous donne parfois des enfants très lents. Cet enfant a une pensée en arborescence. Alors justement, comment elle fonctionne? Cet enfant qui questionne tout le temps. Il se pose une question. Cette question va en amener deux autres, qui elles-mêmes vont en amener une autre, deux autres, trois autres, etc. Donc finalement, on a l'impression d'avoir un enfant qui s'en va dans tous les sens. Ça s'en va dans tous les sens, et au bout du compte, arrivé en haut de l'arbre, effectivement, eh bien, les informations se recoupent, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, justement, il se passe l'intuition. Notre enfant, donc, pose beaucoup de questions. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Attendez, ça va revenir. Voilà, notre EIP pose beaucoup de questions. Alors justement, après ça, une fois qu'il s'est questionné, qu'on a eu l'impression qu'il partait dans tous les sens, on en arrive à l'intuition. C'est justement ce phénomène-là qui permet à l'EIP d'être intuitif. Alors justement, le problème, c'est qu'il fonctionne comme ça. Il résout ses problèmes de manière intuitive. Par exemple, quand on a un problème qui nécessite plusieurs opérations, pour aller de A à D, il va aller tout de suite de A à D, mais sans passer par B et C. Hein. Donc, on lui demandera, mais comment tu as trouvé? Bon, je ne sais pas, j'ai trouvé. Hein. Bah oui, mais le problème, c'est qu'il n'est pas forcément capable de comprendre et de pouvoir exprimer comment il a trouvé. De nombreux EIP ne fonctionnent pas de manière séquentielle, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas mettre un pied devant l'autre dans leurs apprentissages. Hein. C'est comme un maçon qui monte un mur. Hein. On monte les briques les unes après les autres. Tandis que l'EIP ne fonctionne pas comme ça. Lui, il fonctionne de manière intuitive. Il est capable de donner la réponse, mais sans avoir vraiment conscience des processus et des opérations intermédiaires qui ont permis d'y arriver. Il a aussi une difficulté à acquérir les étapes du fonctionnement. Donc ça, c'est le travail de l'enseignant. Hein. Il a besoin de complexité pour fonctionner. Si on lui demande quelque chose de trop simple, il va se dire « mais c'est pas possible, l'enseignant ne peut pas me demander quelque chose d'aussi simple, ça doit pas être bon ». Donc il barre, il déchire, il gomme, enfin bon. Et puis au bout du compte, il refait quelque chose de plus compliqué, bien entendu, qui ne correspond pas à ce que l'enseignant a demandé. Et c'est aussi un enfant qui a besoin de découvrir par lui-même. C'est d'ailleurs comme ça que je découvre les EIP. Justement, lors d'une phase de découverte, l'enfant qui trouve tout de suite, sans avoir eu des apprentissages auparavant, c'est très souvent l'EIP. Maintenant, sur le plan comportemental, psychologique, affectif, relationnel et émotionnel. Notre EIP, déjà, n'a pas les mêmes centres d'intérêt que les enfants de son âge. Très souvent, il a des centres d'intérêt touchant un petit peu aux choses un petit peu métaphysiques. Qu'est-ce qui s'est passé avant le monde et après le monde et la mort, etc. Donc, il est en décalage avec les enfants de son âge, d'une part, et d'autre part, il se pose des questions que ne se posent pas les enfants de son âge et qui sont extrêmement anxiogènes, comme par exemple la mort, l'après, l'avant, etc. Quand il est en classe, il s'ennuie, parfois, justement, parce que première répétition, deuxième répétition, etc. Bon, première répétition, encore ça passe, après ça, il s'ennuie. Donc s'il est gentil, il rêve. Et ou éventuellement, il est capable de perturber la classe, qui est quand même un petit peu gênant. Très souvent, il est impulsif. Il a un déficit attentionnel, parfois aussi, pas toujours. Au niveau du déficit attentionnel, il y a parfois le déficit qui est tout le temps, et parfois le déficit attentionnel qui est uniquement à l'école, qui est signe d'ennui, très souvent. Et notre EIP a aussi tendance à l'opposition.
C'est-à-dire qu'il va chercher la faille, autant avec papa-maman qu'avec les enseignants. Hein. Il va chercher la faille, oui, mais t'avais dit que, etc. Donc, il cherche éventuellement l'opposition. Hein. Alors, notre IP aussi est hypersensible, hyper émotif. Ça, c'est une immense majorité d'entre eux. Pas tous, bien sûr, mais vraiment, c'est une grosse majorité. Alors, il a beaucoup de mal à gérer ses émotions. La moindre contrariété devient quelque chose de très handicapant chez lui. Ça devient vraiment une montagne. Alors, par contre, l'avantage de l'hyper-émotivité, c'est l'empathie. Effectivement, l'empathie, c'est comprendre finalement les émotions de l'autre, comprendre un petit peu le fonctionnement de l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Hein. Ça, c'est l'avantage de l'inconvénient. Mais par contre, c'est aussi extrêmement anxiogène parce que quand on sait que papa, maman vont pas bien, par exemple, alors qu'un enfant, un autre enfant de cet âge-là n'aurait pas compris parce que papa, maman essayent de bien le cacher, c'est extrêmement aussi anxiogène pour l'enfant. Ce sont des enfants aussi très altruistes, très souvent. Ils aiment bien s'occuper des autres, aider les autres. Et ils ont aussi une affectivité envahissante. Eux, ils fonctionnent à l'affectif. Alors, si l'affectif avec l'enseignant, ça ne passe pas, c'est très difficile pour eux. C'est difficile pour tous les enfants, mais pour eux encore plus. Et ce sont aussi des enfants qui ont des difficultés à gérer l'échec ou la critique. Donc, il faut absolument encourager l'EIP, même s'il a des difficultés quelque part, l'encourager parce que c'est un enfant qui perd rapidement confiance en lui. Son développement affectif est en décalage avec son développement intellectuel. Il a le développement affectif des enfants de son âge, alors que le développement intellectuel s'en va galopant. D'où difficulté. Au niveau relationnel, c'est parfois, heureusement parfois, pas tout le temps, hein, mais plus que les non-EIP, il est parfois rejeté par ses camarades. D'où difficulté aussi de travailler en groupe, pour deux raisons. Parce que parfois, effectivement, il est rejeté. Deuxièmement, parce qu'il n'a pas le même fonctionnement que les autres. Donc, il a du mal quand même à se mettre, à trouver sa place dans un groupe. Donc, il privilégie le travail seul. Donc, effectivement, la tâche de l'enseignant, ça sera aussi de lui apprendre à travailler en groupe, finalement, d'apprendre le vivre ensemble. Le vivre ensemble qui, bien entendu, sera à travailler avec tous les autres. Parce que ce n'est pas lui vers les autres, c'est en même temps les interactions dans les deux sens. Donc, l'EIP aussi n'a pas les mêmes compétences dans tous les domaines. Hein. C'est aussi la problématique des EIP avec des QI hétérogènes, ce qui est quand même la majorité d'entre eux. Donc, les intelligences multiples vont pouvoir l'aider à s'épanouir et à se développer, à développer ses points forts, mais aussi à s'appuyer sur ses points forts pour améliorer ses faiblesses. Donc, je vais laisser la parole à Véronique Arras, qui va vous expliquer tout sur les intelligences multiples. Je reprends la petite machine. Merci. Merci, madame. Donc, je continue. La corbeille passe, j'espère. Alors, maintenant, on passe comme ça. Ah oui. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir aborder un peu le fonctionnement cognitif des enfants et même de toute personne. Et en premier, donc, vous pouvez voir le cerveau. Le cerveau qui est une machine hyper complexe, dont on découvre les structures de mieux en mieux grâce à l'imagerie cérébrale. Et maintenant, donc, vous avez ici sa structure. Donc dans le reptilien, c'est tout ce qui est primaire, tous les réflexes, tous les automatismes. Et limbique, vous avez tout ce qui est émotionnel, hein, parce que l'émotion a sa place juste au départ de la moelle épinière. Et le cortex, en fait, enfin, qui, lui, chapeaute tout ça. Et tout ce qui est cognitif, donc, se trouve dans le cortex. Mais il se trouve aussi que tout ce qui est dans le limbique, c'est-à-dire tout ce qui est émotionnel, eh bien, si ça ne marche pas dans le limbique, le cortex ne peut pas fonctionner non plus. C'est-à-dire que les émotions priment sur le cognitif, et le cognitif ne peut marcher qu'en fonction de l'état émotionnel de la personne. Et ceci, c'est valable aussi bien pour des enfants que des adultes. Alors, chez des enfants, évidemment, encore beaucoup plus. Juste petite parenthèse, dans les programmes de milieu, les derniers programmes, en maternelle, par exemple, on parle 3 fois de gérer ses émotions, que l'enfant doit apprendre à gérer ses émotions, et on en parle aussi dans le cycle 2 et dans le cycle 3.
Or, ce sont des choses sur lesquelles on passe énormément. Et c'est vrai qu'autrefois, on disait non pas gérer ses émotions, mais dominer ses émotions. On devait essayer de faire en sorte que les émotions ne transparaissent pas. Or, justement, c'est le contraire qu'il faut faire, les faire transparaître, mais aussi savoir les gérer. Et c'est justement ça qui est important et intéressant. Maintenant, le développement du cerveau est effectivement très intéressant et on est parti du principe qu'on avait un certain nombre de neurones au départ. Donc là, je peux dire, un enfant naît avec 100 milliards de neurones, mais 10% de connexions. Les connexions sont les synapses que vous voyez donc en bleu, et qui font le lien entre les connexions. Et qu'est-ce qui se passe en fait en développement de cerveau d'un enfant et de toute personne? Parce qu'en fait, c'est jusqu'à la fin de ses jours que ça se passe ainsi. C'est-à-dire qu'en fonction de l'environnement dans lequel on est, de ce que l'on reçoit, de ce que l'on ne reçoit pas, eh bien, les neurones se connectent ou ne se connectent pas. Ce qui fait qu'à telle période de la vie où on n'a pas construit grand-chose, eh bien, les neurones se déconnectent. Si tout d'un coup, on a envie de faire quelque chose de particulier et qu'on se donne l'effort d'eux et qu'on a l'environnement qui permet de faire justement et d'agir, eh bien, à ce moment-là, les connexions sont beaucoup plus rapides. Or, ce qui est intéressant, justement, c'est de savoir que les enfants qu'on a en charge, eh bien, aussi bien au niveau de l'institution éducation nationale et tout système éducatif, mais aussi au niveau des parents et de la famille, tout ce qu'on apporte à l'enfant est évidemment une construction pour lui de son cerveau. Tout ce qu'on n'apporte pas, c'est un manque. Alors, un manque, je dirais, ça dépend, parce qu'il y a des enfants, des petits-enfants. Je vois, nous, en maternelle, la maternelle, les petites sections, je dirais, je suis assez, je dirais, ouverte à ça, parce que ça me questionne beaucoup. C'est-à-dire qu'on a des petits qui arrivent, qui ne disent rien, qui ne parlent pas, mais qui n'agissent pas non plus, qui ne bougent pas. Parce qu'on a des enfants qui ne parlent pas, mais aussi qui bougent beaucoup. On voit qu'ils se construisent. Il y en a d'autres, ils sont comme ça. Pourquoi ils sont éteints? Parce qu'ils n'ont pas eu le questionnement nécessaire qu'ils ont pu avoir, a été souvent arrêté. C'est comme ça, on répond, bah, c'est comme ça, et pas une explication. Donc voilà. Donc c'est déjà pour tout enfant dit normalement constitué. Alors maintenant, je dirais pour les EIP, eux, ils ont un développement neuronal qui est beaucoup plus intensif. C'est-à-dire qu'en fait, ils se connectent 2 fois plus vite que les autres et ils ont donc beaucoup plus de neurones qui travaillent en même temps. Et donc, c'est quand même un gros problème parce que eux, ils vont 2 fois plus vite que les autres et souvent, on ne s'en rend pas compte. Et quelquefois, on se dit, ben, finalement, cet enfant-là, il m'énerve. Bon. Et l'année dernière, j'avais dans mon école, justement, un petit de 3 ans. Et je suis sûre qu'il devait, surtout après tout ce que Pascal m'a expliqué devant l'âge en travers, il doit certainement être un enfant précoce. Parce que 3 ans, parlant très bien, un vocabulaire incroyable, et un questionnement aussi incroyable, et des réponses tout à fait inattendues. L'enseignante, l'ATSEM ne le supportait pas du tout, parce que justement, elle était trop pertinent, et elle disait, il est capricieux. Non, il n'est pas capricieux, il est pertinent. Et alors, j'avais envie de lui dire, il est beaucoup plus intelligent que toi. Évidemment, je me suis retenue. Mais non, mais c'était évident. Il avait une logique aussi dans la construction. Je lui donnais des cubes et une image à reconstruire. Eh bien, il refaisait ça dans les 2 secondes. Dire comment elle a fait, évidemment, elle en était incapable, même s'il avait la verbalisation tout à fait présente. Et un jour, il attendait la cantine. Il devait aller à la cantine avec les autres petits. Et quand l'ATSEM est venu les chercher, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Alors son enseignante, elle lui dit, mais pourquoi tu ne bouges pas, Maë, vas-y, allez, bouge. Ah non, je ne bougerai pas. Non, je n'irai pas à la cantine. Elle dit, de toute façon, elle ne m'aime pas, elle ne me mettra pas avec les autres. Bon, c'est des pertinences ahurissantes. Alors on dit c'est de l'insolence, mais non, ce n'est pas de l'insolence. C'est, voilà. Et bon, donc ça veut dire en fait que ces enfants-là, ils construisent 2 fois plus rapidement donc les neurones, voilà. Alors maintenant, tout dépend de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Il y en a qui se trouvent dans des environnements pertinents, donc ça les aide effectivement à avancer et à avancer comme les autres. Alors maintenant, je passerai donc la modélisation de développement cognitif, au point de vue historique. Le développement cognitif, on est parti de Piaget. Piaget, c'est un développement par stade. C'est sa théorie des stades, c'est-à-dire qu'à chaque âge,
appartient à un développement particulier. Et il faut avoir passé le premier stade pour pouvoir accéder au second, au troisième, etc. Et donc, arrivé à l'âge adulte, normalement, quelqu'un de normalement constitué a passé toutes les étapes et est arrivé à un adulte équilibré et qui est capable de vivre sa vie et de la mener. Bon, maintenant, il n'avait pas l'imagerie cérébrale et maintenant, on a effectivement l'imagerie cérébrale et Ziegler, actuellement, il travaille dans les neurosciences, il dit que justement ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que ça peut intéresser les EIP, parce que en fait, les différents stades, eh bien un enfant EIP va passer directement au 3e ou 4e stade, alors qu'un autre enfant en est au 1er. Donc pour la même question, pour la même situation problème, on peut avoir des stratégies d'enfants totalement différentes. Du reste, on se rend compte, nous, dans les classes, qu'effectivement, quand on propose une situation, on a plusieurs stratégies qui sont proposées et plusieurs réponses qui sont données. Et certains enfants passeront directement à la stratégie 3, à la stratégie 4, alors que d'autres en seront à la stratégie 1 ou 2, ce qui n'est pas du tout anormal et ce qui est très bien, justement, et ce qui permet aussi un équilibre au niveau humain. Mais voilà, donc ça, il compare ça à des vagues, une grosse vague qui arrive de la mer et qui se partage en milliers de petites vaguelettes et chaque vaguelette va à un endroit bien précis qui est choisi pour elle. Voilà, et donc les enfants, c'est comme ça que ça se passe. Donc dans une seule classe, pour une situation, ou même à la maison, pour une situation qu'on propose, eh bien, parmi les enfants qu'on peut avoir, eh bien, on a plusieurs situations différentes parce que chacun arrive avec son schéma, je dirais, cognitif. Ensuite, Changeux, lui, part du principe que, justement, on élague, c'est ce que je viens de vous expliquer, on élague donc les systèmes de connexion neuronale. C'est-à-dire qu'en fonction des besoins, eh bien, on va en prendre plus ou moins. Et il y en a qui vont venir, qui vont disparaître. Alors évidemment, ce qui est très rassurant, je dirais, pour moi qui m'approche sérieusement de la retraite, eh bien, je me dis qu'une fois que je serai à la retraite, eh bien, je ne serai pas complètement tout terminé et que mes neurones ils vont continuer à travailler de la même façon. Hein. Donc, c'est vraiment très rassurant aussi parce que ça veut dire jusqu'à la fin de nos jours, à partir du moment, évidemment, on n'est pas malade, eh bien, les neurones travaillent et travaillent tout autant. Hein. Alors, mais ils travaillent aussi dès qu'ils sont tout petits. Hein. Et tout petits, justement, quels apprentissages ils mettent en place dès les premiers mois. Ensuite, le dernier point là-dessus, c'est le rôle d'inhibition des stratégies inadéquates. C'est beau, hein. C'est beau, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, Olivier Houdet, lui, part du principe qu'un enfant, pour pouvoir, je dirais, apprendre, évoluer, etc., comme toute personne aussi adulte, mais surtout un enfant, eh bien, il part de ses représentations. Ces représentations, c'est quoi? C'est ce que son environnement premier lui a donné. Il lui a donné comme explication ou non-explication. Des explications qu'il s'est fait lui-même. Quelquefois, c'est son propre regard parce que personne n'a jamais répondu à ces questions. Voilà, donc il se trouve que cette situation, ces représentations ne sont pas forcément celles qui sont justes. Donc elles sont inadéquates. Or, il faut donc déconstruire pour reconstruire et l'aider donc à aller plus loin et à avancer. Et à ce moment-là, eh bien, le parcours se fait, et se fait sans heurts. Donc l'enseignant, normalement, mais les parents aussi, doivent expliquer et pas dire « non, t'es idiot, c'est idiot ce que tu dis là ». Non, c'est pas idiot. C'est qu'à ce moment-là de sa vie, il a compris tel point de telle façon. Bon, effectivement, tu as pu comprendre de cette façon-là, mais maintenant, je vais te l'expliquer autrement. Et on va voir un petit peu comment tu vas le comprendre et si tu vas arriver à le comprendre autrement, parce qu'il faut aller plus loin. Quelquefois, leurs représentations sont tout à fait justes et tout à fait adéquates. Donc voilà, alors ça c'est un peu, je dirais, le développement cognitif à l'heure actuelle. Maintenant, il y a une question, c'est et demain, qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on va déterminer? On ne le sait pas encore. Mais déjà, on peut énormément s'appuyer sur ces points-là. Et moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est quand je m'adresse à des enseignants et que je leur dis, vous voyez tout ça, eh bien, vous en êtes responsable. Hein. Donc, le développement cognitif de vos élèves, leur connexion ou non-connexion, quand vous ne faites pas parler un élève pendant 1h30, hein, ce qui arrive, eh bien, vous avez des neurones qui se détachent hein, et qui ne se construisent plus. Voilà. Donc maintenant, il faut apprendre à faire en sorte que, justement, on puisse harmoniser tout ça. Et justement, voilà, ici, c'est la place des mots dans le cerveau quand on les utilise.
hein. Donc, vous voyez 4 fonctions, entendre, voir, penser, formuler, hein. Donc, je dirais, un enfant, normalement, il entend, ça ne veut pas dire écouter, il voit, ça ne veut pas dire observer. Donc, en tant qu'adulte, on doit lui apprendre à écouter, on doit lui apprendre à observer. Alors, penser au niveau des apprentissages, hein, bien sûr. Eh bien, penser, c'est-à-dire penser de quelle façon et comment, justement, en fonction de leur représentation et justement en les faisant évoluer dans leur représentation. Et enfin, la dernière qui est formuler. Formuler qui est souvent le plus difficile et le plus délicat parce qu'on a quand même un certain nombre d'enfants qui ont beaucoup de difficultés à formuler. Et du coup aussi, ça fait travailler tout ce qui est dans leur représentation mentale. Et tout ce cheminement-là, eh bien, effectivement, des enfants EIP, eux, eh bien, ils entendent et ils peuvent aller directement à la formulation parce qu'ils n'ont pas besoin, la pensée est automatique, et elle se fait immédiatement et donc du coup, ils passent de entendre à formuler, ce qui déroute souvent un certain nombre d'adultes. Hein? Tu me dis si c'est faux. Hein? Alors maintenant, j'aborderai l'intelligence, les intelligences. Bon, je voudrais d'abord vous poser une question. Qui se trouve intelligent? Vous pouvez lever la main? Bon alors, il paraît que vous êtes une assemblée de haut potentiel. Alors si vous êtes une assemblée de haut potentiel, normalement vous devriez tous lever la main. Alors, non, je demande qui se trouve intelligent sans blablater autour de l'intelligence. Je pose simplement la question, on ne se pose pas justement, parce que justement, pourquoi est-ce qu'on se pose la question et pourquoi est-ce qu'on est aussi timide à lever la main, hein, c'est parce que justement, il y a eu ce contre quoi Howard Gardner s'est battu. Alors évidemment, je suis mal mise ici parce qu'il s'est battu contre le QI. Le QI, évidemment, il vous est utile. Hein. Bon, je sais. Mais voilà, le problème, c'est que les tests de QI ont quand même détruit un certain nombre d'enfants et un certain nombre d'adultes. Hein. Bon, c'est pas évident, il faut savoir l'utiliser correctement. Et souvent, il a été très très mal utilisé. Alors je ne sais pas si vous le savez aussi, c'est quand il a été mis en place en 1903 par Alfred Binet, eh bien les Américains s'en sont emparés très rapidement pour recruter leurs soldats. Hein. Donc vous voyez déjà la déviance. Hein. Donc les déviances ont été très très rapides. Et en fait, le problème du QI, c'est qu'on s'est basé sur ces tests pour scoriser l'intelligence. Or, normalement, une intelligence, on ne peut pas la scoriser. Dans la vérité, dans l'absolu, on ne peut pas scoriser une intelligence, c'est aberrant, c'est une totale aberration. Pourquoi? Parce qu'on scorise quoi? Uniquement tout ce qui est verbal, linguistique et logique maths. Tout le reste n'existe pas. Quelqu'un qui est surdoué, autrement en ballon, au point de vue artistique, etc., ne peut pas être évalué parce que le QI ne l'évaluera pas. Voilà. Donc, c'est ce contre quoi Howard Gardner, lui, s'est vraiment battu parce qu'il s'est dit que ça a détruit énormément de personnes. Alors, lui, c'est un neuroscientifique, psychologue de Harvard aux États-Unis et il a fait énormément d'analyse, je dirais, de personnes atteintes de problèmes au niveau du cerveau, soit par, je dirais, naturellement, enfin, c'est-à-dire, ils sont nés ainsi, ou bien par accident. Et il s'est rendu compte, justement, en étudiant tout cela, et en aidant toutes ces personnes, qu'on avait une possibilité de compensation absolument extraordinaire. Et vous savez très bien qu'un aveugle, il entend 2 fois mieux que nous, et l'inverse, c'est pareil. Eh bien, pour toute partie dans le cerveau, il s'est rendu compte que justement, il y avait des domaines qu'on ignorait complètement et qui étaient mis en valeur par ces personnes qui étaient en manque d'un autre domaine et d'une autre, je dirais que lui a appelé intelligence. Et c'est ça, donc il s'est dit, on ne met pas intelligence au singulier, qui est l'intelligence de Piaget et l'intelligence du QI, c'est on a des intelligences. Et justement, c'est aussi nettement réconfortant de se dire qu'on a des intelligences. Et
Alors, il va définir son intelligence, l'intelligence, comme étant d'abord la capacité à résoudre des problèmes avec ce que l'on est. À l'instant T, on résout un problème parce qu'à cet instant-là, eh bien, on a un certain nombre de connaissances, de savoirs, de capacités, etc., de compétences qui se mettent en place et qui sont là pour résoudre ce problème. Et on a aussi des dominantes au niveau des intelligences. Et donc, l'un va passer pour une situation, résoudre un problème de la vie courante. Hein. Il va passer par un schéma, l'autre il va passer par le verbal, l'autre va par le visuel. L'exemple type, c'est le GPS. Le GPS est très intéressant parce que vous avez des personnes, elles ont besoin d'entendre la personne parler et d'autres de voir. Et puis il y en a qui ont besoin des deux. Ça c'est moi, hein, parce que là, moi je suis complètement à l'ouest, donc j'ai besoin des deux. J'écoute, je regarde et je re-regarde. Bon, pour être sûr que c'est juste, quelquefois je fais le tour du rond-point encore une deuxième fois. Mais voilà, donc on a besoin donc, à savoir qui on est. Comment est-ce qu'on va se définir et qu'est-ce qui va nous permettre de dire bah, ma dominante c'est ça, effectivement je peux m'appuyer là-dessus. Hein. Déjà aussi en tant qu'adulte. Hein. Alors, il y a l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut créer des situations problèmes avec aussi ce que l'on est hein, et avec nos dominantes. Et enfin, ceci dans n'importe quel milieu culturel. Alors, n'importe quel milieu culturel, c'est-à-dire qu'en fait, les intelligences multiples maintenant gravitent, je dirais, dans le monde entier. Il y a énormément de pays qui se sont emparés de cette théorie et normalement, sur le plan pédagogique, évidemment, encore plus. Sur le plan scientifique, ça commence, parce que les scientifiques que je vous ai cités tout à l'heure et qui ont pignon sur rue, si on peut dire, eh bien, parlent des intelligences multiples en disant qu'effectivement, il y a des points de convergence et que Wargarner a effectivement raison sur un certain nombre de points. Maintenant, il y a aussi toujours énormément de critiques et de réticences, et notamment dans ce qui est catégoriser les gens. Mais vous verrez tout à l'heure que pour nous, on ne peut pas catégoriser, ça c'est pas possible. Les groupes culturels, c'est intéressant parce qu'en fait, on a des dominantes par groupe culturel. Et par exemple, nous, en France, en Europe, eh bien, les dominantes, c'est tout ce qui est verbal, linguistique et logique maths. Quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire est handicapé. Il a beaucoup de mal à trouver sa place dans la société telle qu'elle est construite à l'heure actuelle, ici. En Afrique, je dirais en Afrique noire, eh bien, on est beaucoup plus sur l'oral. L'écrit existe, bien sûr, mais beaucoup plus sur l'oral. Moi, je vois, j'ai un certain nombre d'enfants qui viennent d'Afrique et qui sont là depuis pas très longtemps. Eh bien, il n'y a pas un album dans les familles et il n'y a pas de livre. J'ai vécu un certain nombre d'années en Égypte. Eh bien, en Égypte, dans beaucoup de familles, il n'y a rien. Il n'y a rien sur la lecture. Tout passe par l'oral. Hein. Voilà, donc ils sont, effectivement, quand ils arrivent ici, en France, où tout est à l'écrit, c'est très déboussolant. Hein. C'est vraiment difficile pour eux de comprendre notre système et d'intégrer notre système, ne serait-ce que simplement à cause de ça. Voilà, donc on a des dominantes. Hein. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, les différents éléments clés, donc Wargarner a défini 4 éléments clés, entre autres, hein, il y en a d'autres, mais surtout les principaux, c'est déjà que tout le monde possède ces 8 intelligences. On a défini 8, il y en aurait une 9e qui serait là, mais ça fait depuis des années qu'elle existe, donc qu'elle n'a jamais été vraiment définie. Donc du coup, on va la laisser tomber. Pourquoi? Parce qu'elle se retrouve aussi un peu partout, dans toutes les autres. Elle a du mal avec ta montre. Et donc tout le monde possède ces 8 intelligences au départ. Alors ça aussi, quand vous dites ça aux enfants, hein, vous allez dans les classes et que vous leur dites tout le monde a 8 intelligences, ah bon, oh, c'est génial. Donc voilà. Et ensuite, elles fonctionnent de manière complexe et les unes imbriquées dans les autres. C'est-à-dire qu'on a des dominantes qu'on va utiliser par moment, mais qui ne sera pas la même sur une autre situation. Et donc, évidemment, si on a une dominante personnelle nettement plus forte que les autres, à ce moment-là, on va automatiquement l'utiliser, ce sera instinctif, automatique, mais on va aussi s'appuyer sur les autres. Là, par exemple, bon, personne n'écrit, non, personne n'écrit. Mais souvent, quand il y a un groupe d'enseignants, il y a des gens qui écrivent. Donc, ils sont dans du kinesthésique. Vous n'avez pas besoin. C'est très bien, c'est autre chose, c'est un autre public. Mais vous avez du visuel. Hein, et le visuel vous est utile. Hein, le visuel, et vous m'écoutez. Alors, il est quelle heure? Il est 14h10. 14h10, non, ah oui, tu l'as là, oui, c'est vrai. 14h10, c'est l'heure de la digestion, si on a très bien déjeuné. Si on a déjeuné léger, c'est moins. Donc, à ce moment-là, on peut
soit ça vous intéresse ce que je vous dis, donc vous êtes accrochés, on est dans du logique math, vous essayez de concentrer un peu tout, verbal parce que je vous dis les choses, et musical, si pour vous c'est devenu un doux ronron et que vous avez envie de dormir. Ce que je comprends aussi parce que c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, donc je dirais, elles sont vraiment liées. On est dans de l'interpersonnel puisque je vous dis un certain nombre de choses, mais je vous sors aussi des choses que moi j'ai construites aussi avec mon équipe, donc je suis dans l'intrapersonnel aussi. Vous voyez, tout est très très lié. Hein. Mais la dominante, évidemment, c'est la verbale linguistique. Ensuite, chaque intelligence peut être développée jusqu'à un très haut niveau de compétence. Bon, vous avez des génies du style Mozart, Beethoven, les artistes peintres, etc. Vous avez aussi de très grands hommes politiques qui ont fait des dégâts, mais il y en a qui font des choses très bien. Et puis, vous avez aussi des artisans extraordinaires, etc. Donc, chaque intelligence, ils vont développer ces intelligences-là de manière, je dirais, beaucoup plus poussée que les autres. Ils se sont trouvés dans l'environnement qui leur fallait et ils ont été donc bien dirigés et ils se sont bien construits et ils ont aussi probablement fait l'effort d'arriver jusque-là avec ou sans souffrance. Parce que le gros problème aussi de beaucoup d'enfants au niveau des apprentissages, c'est qu'ils font des apprentissages qui du reste ne s'apprennent pas tellement. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans une réelle souffrance. Et vous avez aussi donc dans chaque catégorie de très nombreuses façons d'être intelligent. Ce qui fait que tout le monde a ces nombreuses catégories que je vais donc vous décrire un petit peu ici. Alors, là, il n'y a pas d'ordre, hein, même si la première, c'est verbal linguistique. Pourquoi ? Parce que c'est celle que j'élimine le plus rapidement possible. Parce que la verbal linguistique, on n'entend que ça partout et pour tout. Et ben voilà, c'est celle qui pose énormément de problèmes aux enfants. Plus vous montez vers les classes du primaire et puis du collège, le verbal, pour eux, ils en sont complètement... Ils n'y arrivent plus, hein, pour un certain nombre d'enfants. Pourquoi ? Parce que l'enseignant va tout faire passer, et les parents vont tout faire passer par du verbal linguistique. Pourquoi ? Parce qu'on est formaté verbal linguistique. Et on n'a pas pris le temps de recul pour se dire, mais non, c'est pas le verbal linguistique qui doit passer en priorité. On doit atteindre et acquérir ce fameux verbal linguistique, mais après le reste. C'est pour ça que la politique, je dirais, des intelligences multiples, c'est la politique du contournement. On part d'un point pour arriver à un autre, et du reste, c'est super. Alors, vous avez l'intelligence corporelle kinesthésique, qui est l'intelligence, évidemment, de tous les tout-petits, bien sûr, mais qui est l'intelligence de tout le monde. Alors, corporelle kinesthésique, c'est utiliser son corps dans toutes les situations, faire de la manipulation fine, faire du sport évidemment, mais aussi donc tout ce qui est lié sur le plan cognitif, bien sûr. Hein. Ce n'est pas simplement, on n'est pas au niveau du reptilien, je marche. Mais je marche pourquoi je marche ? Pour aller où ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais de la marche ? Hein, je dirais Zidane, pour ne citer que lui, pourquoi il donne un coup de pied dans le ballon qui va viser droit au but ? Parce qu'il a une analyse et une pertinence au niveau de son coup de pied qui est relié à ses neurones qui l'activent de façon à ce que la trajectoire soit bonne. Hein, ce n'est pas un coup de pied n'importe comment. Voilà. Donc le kinesthésique, on l'utilise partout. Vous, quand vous entrez chez vous, que vous avez bien travaillé, et que vous prenez votre voiture, ensuite, ou à pied, hein, ou un bus, ou n'importe quoi, ensuite, vous allez vous reposer dans le canapé ou dans un fauteuil parce que vous êtes fatigué, puis alors vous avez les enfants qui arrivent et qui, maman, ceci, papa, cela, etc. Bon, ok, on se lève, on va à la cuisine pour préparer le dîner, etc., etc. On est dans du kinesthésique. Alors du kinesthésique qui peut parfois nous bassiner, hein, mais on est dans du kinesthésique. Hein. Tout métier est dans du kinesthésique. Et vous pouvez le trouver partout. Or, le kinesthésique, on n'y pense pas assez. Et les apprentissages, notamment les apprentissages mathématiques, commencent normalement par être intégrés pour les petits par du kinesthésique et non pas par du verbal. Or, qu'est-ce qu'on fait ? On leur donne du verbal. Et après, on leur propose des situations, quelquefois, alors pour les petits, on n'a pas le choix, puisqu'ils parlent pas, ils ne savent pas écrire ni lire, donc il n'y a pas le choix. Donc on leur donne avec de la manipulation, mais très vite, dès qu'on peut, on passe à l'écrit. Et non, c'est une erreur. Hein, la construction du concept mathématique se construit avant le concept de langage. Et là, on fait franchement de graves erreurs. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'apprentissages qui sont ratés, dès le départ.
Ensuite, donc, alors, l'intelligence mathématique logique, et bon, raisonner, etc., sous toutes ses formes, le logique, et évidemment, elle induit, surtout quand on la démarre mal, quand on est petit en maternelle, elle induit après tout ce qui est, je dirais, chronologie, tout ce qui est calcul de nombres, tout ce qui est, enfin, il y a énormément de choses qui entrent en ligne de compte, justement, au niveau des apprentissages, à partir du moment où ça a été mal mis en place au départ. Parce que souvent, ce n'est pas du tout que l'enfant n'est pas intelligent, ça n'a rien à voir, c'est qu'on lui a mal appris. Ensuite, vous avez visuel spatial. L'intelligence visuelle spatiale est une intelligence très sympathique. Elle, c'est pas seulement observer et lire une image, mais c'est savoir créer des images mentales. La représentation mentale, et ça aussi, dès tout petit, ils en ont, des représentations mentales. Et c'est comme ça que, par exemple, je pense que les EIP, eux, ils en ont qui sont immédiates, hein, alors que d'autres enfants mettront du temps à acquérir ces images mentales, eh bien, l'EIP, lui, il doit les avoir directement, parce que ça se construit immédiatement. Je vais vous donner un exemple en maternelle. Je fais passer les évaluations de grande section en mathématiques. Et vous avez une situation problème, c'est j'ai 6 gommettes, il y en a 4 qui sont rouges, combien sont bleues? Vous avez très peu d'enfants qui vous répondent directement 2 sont bleus. Ah, franchement, alors peut-être que je me poserai la question de savoir si ce sont des EIP ou pas. Bon, mais cela automatique, 2, mais il y en a vraiment très peu. Après, je passe par l'étape suivante, c'est-à-dire tu fermes les yeux, tu comptes dans ta tête 6 gommettes qui sont sans couleur, et tu en colories 4 rouges, alors on voit le petit qui est comme ça, hein, il compte dans sa tête, et combien il y en a qui sont bleus. Et vous en avez qui automatiquement vous disent aussi, il y en a 2 qui sont bleus. Donc il y en a quelques-uns. Après, bon, on passe à d'autres étapes support. Mais c'est vrai aussi que tout ça, je dirais, ça met la puce à l'oreille quand on se dit quelle est la stratégie qu'il a utilisée. Est-ce qu'il a eu besoin de mettre en place une stratégie ou pas? Est-ce qu'il a eu besoin d'un outil ou pas? Et effectivement, il y en a qui sont particulièrement brillants. Et sur cela, on devrait quand même se poser quelquefois des questions. Alors, une autre intelligence naturaliste, donc tout ce qui vient, toutes les structures dans la nature, forme minérale, végétale ou animale, et aussi tout ce qui est classement, ordre, rangement. Hein, donc là aussi, chez vous, vous avez des personnes qui sont très ordonnées, et puis vous en avez d'autres, c'est le foutoir permanent. Hein. Moi, la grosse question quand j'avais des élèves, c'était voir certains casiers d'élèves ou cartables. On faisait ranger avec un ami, un copain en tutorat, etc. Et dans les 5 minutes qui suivaient, c'était de nouveau le même désordre. Je me demandais toujours, mais comment tu fais? C'est pas possible, hein, vraiment, voilà. Donc ça, c'est le côté naturaliste que Howard Gardner a lié à tout ce qui est nature, parce que dans la nature, rien ne se perd, tout se crée, tout est rangé, tout a un ordre. Voilà, donc il a rassemblé les deux. Maintenant, naturaliste, c'est aussi en lien avec le logique math. Ensuite, vous avez 2 intelligences qui sont très complémentaires, l'inter et l'intrapersonnel. Alors, intrapersonnel, c'est tout ce qui concerne le moi, c'est-à-dire connais-toi toi-même, de Socrate. C'est-à-dire qui je suis, quelles sont mes limites, où est-ce que j'en suis. Et ça aussi, dès tout petit, ils sont capables de vous le dire. Ils sont capables de vous dire, je sais faire ça, je sais faire ci, ou je ne sais pas, et j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Il y en a qui le disent, j'ai besoin d'aide, je n'y arrive pas. Et il y en a d'autres, par contre, non, ils sont incapables de comprendre finalement qui ils sont, où est-ce qu'ils en sont et quelles sont leurs limites. Et alors évidemment, quelqu'un qui est à l'aise avec son intrapersonnel le sera d'autant plus en interpersonnel avec les autres. Il y en a, ils n'ont aucun problème à être dans un groupe. Par contre, d'autres, certains enfants ou certains adultes même, le groupe, ils supportent difficilement. Donc voilà, ou ils n'osent pas, ou etc. Donc il y a beaucoup de réticence. Dû à quoi? Dû à un intrapersonnel qui est, je dirais, parsemé d'embûches en général, et qui n'a pas été suffisamment travaillé, je dirais, dans le sens positif. Parce que très souvent, l'intrapersonnel, quand ça ne marche pas, c'est que la personne a une image très négative d'elle-même. Et enfin, la dernière des intelligences qu'il a donc en quelque sorte catégorisée, sans la catégoriser, mais définie simplement, la musicale rythmique. Alors la musicale rythmique, comme la corporelle kinesthésique, elle est aussi importante pour les enfants comme pour les adultes. On l'utilise énormément. Sans même s'en rendre compte, on en a besoin. Quel est celui qui n'écoute pas son poste, qui n'allume pas le poste dès qu'il est dans la voiture, ne serait-ce que simplement... oui, il peut y avoir effectivement des personnes qui ne le font pas, mais c'est, je dirais, la minorité.
franchement la minorité. Toutes les salles de concert sont pleines, quel que soit le concert qui est proposé. Vous avez je ne sais combien de personnes qui ont leurs écouteurs, si bien adultes, adolescents, jeunes, etc. Les petits enfants, eux, sont très performants en musique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont capables d'écouter du Mozart et du Beethoven, hein, ça n'a rien à voir. Mais ils ont besoin des sons, ils ont besoin des comptines. Et maintenant, on a donc certains pédagogues qui ont écrit donc des textes disant que pour l'apprentissage de la lecture, on doit faire un gros apprentissage en maternelle sur le sonore, tout ce qui est sonore, tout ce qui est son, pour justement éduquer l'oreille de l'enfant, qui lui permet après, au niveau de la lecture, d'acquérir la lecture beaucoup plus rapidement. Et ça, ce n'est jamais fait, ou quasiment pas. Dans les écoles maternelles, le nombre d'écoles dans lesquelles je vais, c'est très très rare. On fait les comptines, on fait les chants, mais ce n'est pas lié aux apprentissages. Alors, maintenant, j'ai bien parlé, c'est bon. Donc, vous allez travailler un petit peu. Vous avez une petite étiquette. Vous allez la prendre, vous allez la lire. Je ne vous demande pas du tout de réaliser ce qui est fait, ce qu'on vous demande, mais d'essayer de dire quelle est la dominante que vous allez utiliser pour réaliser, pour répondre à la question qui vous est posée. Je vous laisse 2-3 minutes avec vos voisins et après on en interroge quelques-uns pour savoir pour vous quelle est la dominante concernée par la situation qui vous est proposée. Donc vous pouvez donc remarquer ainsi qu'on a forcément des manières différentes de voir, de ressentir et donc d'examiner les choses et de les résoudre. Hein. Alors, malheureusement, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Voilà, ça c'est un test qui est sympa. D'un côté, vous avez donc 80 situations. Vous cochez celles qui vous plaisent le plus et dans lesquelles vous vous sentez à l'aise. Et derrière, après, vous mettez, donc vous pointez sur le tableau qui est là. Et vous avez ainsi, donc, un peu votre profil, hein, un certain profil de maintenant, hein, et pour voir un petit peu si vous correspond ou pas. Alors, vous n'allez pas avoir le temps de le faire là maintenant, mais de toute façon, il est aussi sur Internet, donc vous l'aurez facilement. Hein, sur ma page Facebook, oui, c'est beau. Comment ? Ah oui, alors ma page Facebook s'appelle Véronique Garas. Intelligence multiple, Véronique Garas. Ah, Intelligence multiple, Véronique Garas. C'est très très difficile. Clique sur j'aime. Hein ? Clique sur j'aime pour voir. Bon, vas-y, dis un peu, parce que moi je ne sais pas ça. Si vous voulez avoir tous les renseignements possibles sur les intelligences multiples, vous allez, si vous êtes sur Facebook aussi, vous rentrez Intelligence multiple Véronique Garas, vous avez sa page professionnelle, vous cliquez sur j'aime et bien entendu après ça vous aurez toutes les nouveautés qui se mettent dessus sur sa page. Et donc vous aurez entre autres la détection des intelligences dominantes, les intelligences multiples dominantes chez l'adulte et vous avez aussi la même chose chez l'enfant. L'enfant c'est plutôt CM2 collège. Voilà, donc plutôt des grands. Effectivement. Ouais. Voilà. Bon, maintenant, ceci pour vous dire que, je dirais, il est très important de se connaître soi-même, enfin pour nous, hein, on défend cette, je dirais, cette démarche, c'est qu'il est très important qu'on se connaisse bien, qu'on sache un petit peu quelles sont nos dominantes, qu'on va utiliser, qu'en général on utilise plus ou moins en force, et donc celles qu'on utilise le moins, parce que face aux enfants, bon là je me situe effectivement, je dirais en tant que professionnel de l'éducation, mais donc face aux enfants qu'on a face de nous, eh bien nos dominantes souvent sont en contradiction avec leurs dominantes. Des enfants ont besoin de kinesthésiques, ont besoin de naturalistes, ont besoin d'intrapersonnel, de musical rythmique, essentiellement. Or, très souvent, on les abreuve de verbal linguistique, logique maths, essentiellement, visuel spatial un peu, très légèrement du kinesthésique, et voilà. Donc on n'est pas du tout, dans
Enfin, on ne peut pas les accrocher. Il y a un fossé entre nous, adultes, et eux, enfants, au niveau de leurs besoins. Donc évidemment, c'est à nous de connaître ceci et ainsi d'assister pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, nous, on a mis en place, maintenant je vais vous expliquer un peu les démarches d'application pédagogique qu'on a tirées de cette théorie et qu'on a mis en place pour, je dirais, notre système à nous. C'est-à-dire qu'on a mis 2 étapes. Une première étape qui est donc connaître l'élève, qui est l'enseignant doit observer ses élèves depuis la maternelle jusqu'au collège, hein, ça on l'a fait, et ensuite il doit, à partir de là, comprendre quelles sont ses dominantes et les utiliser pour faire entrer l'enfant dans l'apprentissage qu'il propose. Alors, on a mis en place un certain nombre d'activités possibles, que je vais vous montrer assez rapidement. Donc, en maternelle, donc là, c'est dans mon école, on a mis 6 espaces de jeu, et ces espaces de jeu correspondent aux différentes intelligences, sauf l'interpersonnel, ça c'est l'enseignant qui l'observe et qui note quand il voit ce qui se passe au niveau des interactions de ses élèves. Et là, l'enseignant, il observe ses élèves. Il observe ses élèves qui vont d'un endroit à l'autre, la manière dont ils jouent, dont ils travaillent, enfin dont ils essayent de s'activer. Et à ce moment-là, les espaces dans lesquels ils vont se retrouver. Donc voilà, et toutes les possibilités de jeux qu'on leur propose, qui sont des jeux qui demandent plus ou moins de la réflexion. Hein, ce ne sont pas des jeux style je fais circuler une petite voiture et je m'amuse dans le sable, etc. Donc là, c'est obligatoire de pouvoir proposer des activités qui ne sont pas simplement ludiques aux enfants. C'est des activités pour lesquelles ils peuvent se poser des questions. Et du coup, on a tous les profils. On a des enfants qui vont papillonner, aller d'un espace à l'autre. On a des enfants qui vont s'attacher à 2-3 espaces, parce qu'ils passent 3 fois ou 4 fois dans cette salle par demi-groupe de classe. Et ensuite, on a aussi on a repéré des enfants qui restent tout le temps dans le même atelier, qui vont systématiquement, même quand on leur dit va visiter, va voir tel autre atelier, etc., hop, ils reviennent, etc. Et donc, ça nous a permis de déceler certains enfants qui étaient très pertinents, et notamment en logique maths, hein, ou en puzzle, ou en naturaliste, hein, qui avaient donc de très fortes dominantes. Maintenant, on se sert de celle-là pour pouvoir, après, mettre en place des séquences dans lesquelles les enfants vont passer en priorité dans leur dominante pour ensuite travailler les autres formes d'apprentissage. Alors, après ça, en élémentaire, on a aussi on a mis en place plusieurs outils et plusieurs activités. Donc la première, on demande aux enfants d'apporter un objet de chez eux qu'ils aiment particulièrement. Et on leur demande d'écrire sur un papier ou de donner en dictée à l'adulte le pourquoi de ce qu'ils ont apporté. Ensuite, on les classe, on les regroupe et là, on détermine, je dirais, les intelligences dominantes de ces objets qu'ils ont apportés. Et en général, on a à peu près toutes les catégories. Et c'est comme ça qu'on leur lit un conte, qui est un conte détourné, la fée au berceau à la porte des dons, nous, à la porte des intelligences, et il y a une petite histoire qui est montée là-dessus, et qui permet après de définir les différentes intelligences avec les enfants. Alors, il est évident que quand vous êtes en cycle 3, eh bien, ils sont très pertinents, hein, ils comprennent très très vite. Et cela permet de mettre en place dans la classe, je dirais, un état d'esprit qui n'est plus de concurrence. Il n'y a pas de concurrence parce que tous les enfants découvrent qu'ils ont tous quelque chose de pertinent, des intelligences pertinentes et qui sont donc tous à égalité, où tout est équitable. Ils sont tous bien les uns avec les autres parce que moi je suis ça, toi t'es ça, etc. Donc on a chacun nos points forts et on part justement du positif. On ne part pas de ce qu'ils n'ont pas, mais on part de ce qu'ils sont. Et donc du coup c'est très fort pour eux parce qu'ils peuvent s'appuyer dessus et ils en prennent conscience. Alors là, en cycle 3, ils en prennent complètement conscience et on leur fait fabriquer ce qu'on appelle le bouquet d'intelligence. Et ce bouquet d'intelligence, donc, on le construit justement, là, il y a un jeu intrapersonnel, on dirait. Ils peuvent justement
à partir d'un certain nombre d'images qu'on leur propose de découper, de choisir, de faire des choix, et ils vont construire leur bouquet d'intelligence. Alors ils ont un tableau, un panneau dans lequel ils mettent donc leurs images, dans lequel il y a des cases par intelligence, et ils remplissent plus ou moins, selon ce qu'ils veulent, ces différentes cases. Alors on leur demande d'en prendre 10. Pourquoi 10? Parce qu'avec 10, ils peuvent remplir tout le tableau puisqu'il y a 8 cases, mais ils peuvent aussi ne pas remplir tout le tableau et mettre 2, 3 images dans la même case. Et ce qui fait qu'ils se définissent aussi donc un profil, un certain profil de leur intelligence pour ce moment-là. Alors, oui, le mot intelligence, j'ai oublié de vous le dire, Howard Gardner, effectivement, on lui a posé la question pour demander pourquoi il parlait d'intelligence. Alors, il a dit, si j'avais parlé de compétences, alors que maintenant, compétences, on le met à toutes les sauces, aussi bien au niveau de l'entreprise qu'au niveau de l'éducation, qu'au niveau de tout ça, les gens se seraient endormis. Le mot intelligence, ça percute. Les gens, ça les questionne. Hein, et du coup, c'est bien. C'est ce qu'il veut, c'est qu'on se pose des questions. Voilà, donc pourquoi on utilise le mot intelligence, et ça va beaucoup plus loin que simplement des compétences. Donc voilà, donc là vous avez un jeu intrapersonnel, et on a aussi construit donc un jeu interpersonnel, qui ressemble un tout petit peu à ce que vous venez de faire maintenant, c'est-à-dire qu'on donne des situations par image, uniquement avec des cartes. Les enfants, ceux qui sont non lecteurs, voient l'activité qu'ils ont à faire, et ceux qui sont lecteurs peuvent lire ou regarder aussi par l'image ce qu'ils ont à faire. Et ensuite, ils cochent sur leur tableau ce qu'ils ont réalisé, s'ils ont aimé, s'ils n'ont pas aimé, s'ils ont apprécié, pas apprécié, est-ce qu'ils ont réussi ou pas. Et ça donne aussi, ça leur donne une deuxième manière de se voir et de se regarder et de voir aussi les autres, parce que du coup, c'est interactif. Donc voilà. Alors ça, c'est la première partie pour justement découvrir ces intelligences. Et les enseignants, donc avec ces outils-là, eh bien, il y en a qui choisissent tel type d'activité, tel autre type d'activité, en fonction du niveau de la classe et en fonction du temps aussi qu'ils ont imparti. Et ça leur permet de découvrir donc un peu ce que font leurs élèves et ce que sont leurs élèves, et pour après se baser dessus, parce qu'eux, ils ont un tableau qu'ils remplissent, et ils ont donc ce profil de classe. Et ce tableau leur sert essentiellement pour travailler pour les situations particulières des enfants, je dirais des enfants en difficulté, quelles qu'elles soient. Alors les enfants en difficulté, c'est, je dirais, les deux bouts de la chaîne. Hein, aussi bien ceux qui sont très pertinents et donc EIP et compagnie et tout ça, et qui vont très vite et qui sont effectivement excellents élèves et qui perdent leur temps pour un certain nombre de situations, mais aussi bien que ceux qui sont en grande difficulté scolaire pour d'autres raisons. Et donc voilà, donc ça leur permet aussi donc de cibler ça. On a aussi la psychologue scolaire qui vient régulièrement dans l'école pour observer certains des élèves pour lesquels elle se pose des questions, pour voir un petit peu si ce qu'elle pense et ce qu'elle a analysé d'eux eh bien, correspond à ce qu'ils montrent quand ils sont effectivement dans cette salle. Après, on passe à la deuxième étape, qui est donc les séquences de classe. Alors, les séquences, on dit construire des séquences diversifiées. Et là aussi, très intentionnellement, on ne dira pas qu'on construit des séquences différenciées. Parce que différenciées, on voit tout de suite le plus et le moins des groupes de besoins, c'est qu'il n'a pas réussi en général. C'est pas qu'il réussit trop bien, c'est qu'il n'a pas réussi. Hein, très souvent, on passe du côté négatif. Donc là, nous, on diversifie, c'est-à-dire qu'on propose des activités en fonction des intelligences, des différentes intelligences, et des intelligences dominantes du profil de la classe, du profil de certains élèves, et aussi de la dominante enseignée, la discipline enseignée. Parce que si vous êtes en mathématiques, vous êtes forcément en logique maths pour tout. Si vous êtes en français, forcément, vous serez en verbal linguistique pour tout, etc. Donc déjà, il y a une dominante au niveau disciplinaire. Après, s'ajoute la dominante des enfants, plus particulièrement. Et donc, comment est-ce qu'on construit ces compétences, ces séances? En fait, on appelle ça des modules. Nous, on propose des modules, c'est-à-dire qu'on choisit une compétence, et dans cette compétence, on la définit en 8 activités différentes. Mais 8 activités différentes, des vraies activités vraiment différentes, hein, qui sont vraiment diversifiées.
C'est-à-dire que vous avez la dominante verbale linguistique qui va rester dans son coin de verbal linguistique. Et vous avez la kinesthésique qui sera une vraie kinesthésique, avec manipulation, etc. Musicale, avec tout ce qui est sonore, hein, etc. Donc vous avez vraiment, je vais vous montrer des exemples, de situations qui sont vraiment diversifiées. Et ces situations-là, eh bien, elles ont là, quand on cherche comme ça autrement des situations vraiment différentes, eh bien, à ce moment-là, on a la possibilité de pouvoir avoir un panel d'activités que l'enseignant va pouvoir après choisir et mettre en harmonie dans sa classe. Alors, ici, vous avez situation mathématique, découverte du monde pour les maternelles. Donc, je vous donne des exemples des trois cycles. Donc, en maternelle, vous voyez en rouge, ce sont les deux, je dirais, les deux types d'activités et deux dominantes dans lesquelles toute la classe doit passer. Vous avez kinesthésique corporelle, on est en maternelle, donc obligatoire, et en mathématiques, doublement obligatoire. Donc, on passe par exemple, pour les petites sections, j'habille 3 poupées, si on est sur le nombre 3, j'habille 3 poupées pour les préparer pour aller à table. Pendant ce temps-là, il y en a un groupe qui prépare le couvert pour les 3 poupées. Ensuite, vous avez, je mets 3 voitures sur les places de parking. Tout ça, on est dans du kinesthésique. Ce sont des situations vécues dans lesquelles les enfants se sentent à l'aise et ils sont vraiment dans des situations qui, pour eux, sont très représentatives de ce qu'ils vivent. Donc, ils peuvent s'inscrire dedans complètement. Le logique math, on passe à du matériel qui déjà est, je dirais, plus dans la symbolique. Et donc, vous avez des enfants qui ne peuvent pas commencer par de la symbolique. Par contre, des enfants très pertinents, comme les EIP, lui, va commencer par du logique math. On pourra le mettre d'emblée dans ses activités de logique math, puisque lui, il va trouver tout de suite, et il va y arriver tout de suite. Par contre, on sait qu'en kinesthésique, il est peut-être plus maladroit, etc. et tout. Après, du coup, on va le mettre en kinesthésique, non pas forcément pour travailler la notion mathématique, mais pour travailler l'aisance kinesthésique qu'il n'a pas. Donc, pour compléter, je dirais, au niveau de ses apprentissages, mais pas forcément dans le même ordre que pour les autres. Par contre, dans d'autres situations, il passera par une autre situation, une situation que d'autres, il passera lui par du kinesthésique, alors que l'autre passeront par du verbal ou du visuel spatial directement. Donc voilà, donc ça, je dirais, c'est en fonction du profil que l'enseignant a, que du coup, il va pouvoir faire des choix pour mettre les enfants dans ces différents ateliers. Parce que très souvent, vous avez les enfants qui tournent tous dans les ateliers, d'une manière indifférenciée. Ils vont tous passer, n'importe comment. Le groupe jaune, le groupe vert, le groupe bleu, le groupe rouge, et puis terminé. Là, non. Là, c'est tel élève pour tel apprentissage, il va aller dans tel atelier. Ensuite, il ira dans tel autre, etc. Donc, il y a le choix de l'enseignant et vraiment une réflexion sur le besoin de l'enfant d'aller dans tel ou tel atelier. Alors, inutile de vous dire que tout le monde ne le fait pas et ne le fait pas tout de suite parce qu'effectivement, ça demande tout un changement, je dirais, d'état d'esprit et pour se mettre à la place des enfants et se dire, ben oui, là, lui, il a besoin de ça, à ce moment-là. Par contre, ceux qui font, effectivement, qui mettent en place ce genre de situation en faisant attention à tout ça et à ces observables, eh bien, ils ont des résultats qui sont beaucoup plus pertinents et beaucoup plus rapides. Le deuxième avantage de tous ces ateliers, c'est que quand on met 4-5 ateliers sur une même compétence, qu'on fait tourner les élèves indifféremment, mais qu'on les fait tourner sur ces 4-5 ateliers, même s'ils n'ont pas fait la séance d'observation avant, eh bien, il y a forcément un des ateliers qui va accrocher pour chacun. Chacun va se sentir à l'aise dans au moins un des ateliers qui est proposé. Donc là aussi, ça donne des possibilités multiples et très intéressantes. Alors maintenant, vous avez le module de CP. Là, c'est la soustraction aussi, c'est encore des mathématiques. Après, on passera à autre chose. Et là aussi, les CP, alors, ce sont en plus, je dirais, nous, on utilise beaucoup ce qu'on appelle les jeux cadres. Les jeux cadres, c'est-à-dire, ce sont des jeux, on garde le cadre et on change le contenu en fonction des besoins
des besoins de la classe et des besoins de la discipline. Et les besoins aussi au niveau des intelligences. Donc à ce moment-là, ça permet d'utiliser de très nombreux jeux de manière très diversifiée. Hein. On change simplement de contenu. Ce module de CP sur la soustraction, on a construit le même en CE2, hein, sur le sens de la soustraction. Alors il est évident que les nombres, les activités, etc. ont été réduites et ont été adaptées pour le CP ou pour le CE2. Mais les activités, on peut reprendre les mêmes. À ce moment-là, ça donne aussi beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de créativité pour l'enseignant. Il y a notamment une activité en musical qui est, que je vais vous montrer là, normalement. Oui, c'est ça. Voilà, l'activité musicale qui n'est évidemment jamais faite qui n'avait jamais été faite en mathématiques de ce sens-là. C'est-à-dire que vous avez 3 enfants, il y en a 2 qui ont un instrument, le 3e écoute. Chaque enfant qui a un instrument a un nombre différent. Il tape en même temps et celui qui écoute doit dire à combien s'est arrêté le premier, à combien s'est arrêté le second, et donc l'écart entre les deux. Voilà. Eh bien, au point de vue musical, ça demande quand même une très grande pertinence d'écoute, et vous avez des enfants qui sont rentrés dedans immédiatement, alors qu'ils avaient eu beaucoup de mal à rentrer dans la soustraction au niveau crayon-papier. Mais ça leur a semblé automatique. Voilà, donc c'est une manière d'entrer dans le sens de la soustraction qui n'a rien à voir avec les autres manières d'entrer, mais qui leur donne une possibilité supplémentaire de rentrer dans l'apprentissage. Alors maintenant aussi, quand on a des enfants particulièrement pertinents, quand on met 3-4 ateliers en place, eh bien ces enfants-là, on peut leur proposer aussi des niveaux différents dans chaque atelier, nettement supérieurs, mais ils ne vont pas s'ennuyer, puisqu'ils ont la possibilité de faire tous les ateliers. Il y en a d'autres qui vont n'en faire que 2. Hein. Et voilà, donc chacun va faire en fonction de ce qu'il est capable de faire, de ses besoins, mais aussi il y a les ateliers, donc incontournables pour tous. Comme ça, on arrive, nous, au niveau du socle commun. Je peux poser une question? Oui. Est-ce que l'ordre des ateliers n'a pas une influence sur l'acquisition de... Alors, justement, là, je vais en venir à la suite. Ça répond tout à fait à la question. Alors, justement, au niveau des ateliers, on a fait très attention à voir à quel niveau de l'apprentissage on était. Mais le problème, c'est que chaque atelier peut avoir plusieurs niveaux d'apprentissage en fonction de l'enfant qui va être dans cet atelier-là. Mais bon, vous avez par exemple, on a pris donc la taxonomie de Bloom comme base, parce qu'elle est très pertinente et elle permet justement de différencier les étapes d'apprentissage en fonction de ce que normalement, enfin je dirais les niveaux d'apprentissage des enfants. Donc il y a se rappeler et comprendre, qui sont les 2 premières étapes. Vous avez appliquer, analyser, évaluer et créer. Alors évidemment, créer, vous en avez très peu qui rentrent dans ce niveau-là, mais ça permet aussi de mettre en place pour certains élèves qui en ont besoin des ateliers dans lesquels ils sont d'en créer, à savoir si c'est du visuel, si c'est du kinesthésique, etc. Bon, alors maintenant, en fonction de la discipline, en fonction de la compétence, je dirais c'est tout un croisement que l'enseignant fait. Alors, au début, il faut chercher, hein, c'est comme quand on apprend à conduire, c'est la même chose. Et puis, peu à peu, les choses se mettent en place automatiquement. Et on va automatiquement dire, bah, pour tel élève, on va mettre en place tel type d'atelier parce qu'on sait que lui, c'est ce qui va lui convenir au niveau, puis après, on va le faire passer là, là et là. Mais de manière à ce que, je dirais, on donne à manger à chacun. À chacun en fonction de, je dirais, de son niveau, hein, de ses besoins, et de ses besoins aussi bien au niveau intelligence dominante et non dominante, et de ses besoins au niveau de son niveau, je dirais, d'apprentissage. Donc voilà, ça répond un peu. C'est-à-dire, parce que la question c'est... La question c'était est-ce que l'ordre des ateliers n'influe pas spécifiquement sur l'acquisition des compétences? Alors, l'ordre, non. Pas toujours. Non, non. En général, il y a plusieurs ateliers qui sont incontournables. Mais ces ateliers-là, en fonction des élèves et de leur niveau, on les fera passer en premier ou en dernier. Parce qu'un enfant qui est très pertinent au niveau de l'application
eh bien, on va le faire aller directement à un atelier qui, lui, met en application la compétence qui est travaillée. Par contre, un enfant qui a du mal à se rappeler et qui a du mal à comprendre, on va le faire passer dans un atelier qui sera pour lui se rappeler, comprendre. Donc, l'ordre ne sera pas le même pour tous les enfants. Justement, c'est la différence. Mais au niveau de l'acquisition d'apprentissage, il sera là. Puisqu'il y aura le minimum à atteindre obligatoire. De toute façon. Donc l'ordre des ateliers aura un impact par enfant. Par enfant, en fonction de on met par groupe d'enfants en général. Hein. Les ateliers sont très souvent à 2-3. Et il y a un atelier intrapersonnel qui est fait en autonomie, tout seul, quand les ateliers ne sont pas... Alors maintenant, il y a certains apprentissages, on peut les mettre en place, tout le monde ensemble. Si on estime que c'est par là qu'ils doivent commencer, tous. Et puis après, on peut faire une séance où là, on va diversifier. On met 4 ateliers, souvent de niveaux différents, qui appliquent donc justement la taxonomie de Bloom en fonction des besoins des élèves, de ce dont on se sera rendu compte au niveau des représentations et au niveau de ce qu'ils auront déjà acquis à partir de la première séance. Juste pour être sûr, quand on les met dès le premier atelier dans leur dominante. Est-ce que c'est vraiment fondamental, ce premier atelier? Est-ce que le deuxième atelier n'a pas autant, voire plus d'importance que le premier? C'est ce que je voulais dire. Non, en fait, bon, c'est un peu compliqué, mais alors, le premier atelier, je dirais, est aussi très facteur de motivation. Je dirais, on les met très souvent parce que quand on met les enfants en apprentissage, enfin, quand on leur met un apprentissage en place, bon, je partirai des mathématiques parce que c'est souvent, ou le français, c'est souvent des domaines où on a beaucoup d'enfants, quand on les voit arriver en récréation, ils se sont bien éclatés, puis qu'ils voient qu'ils ont français, etc., on voit la tête qui se ferme. Donc pour eux, ce qu'il faut, c'est déjà les mettre dans l'état d'esprit, donc émotionnel, positif. Donc on peut les faire commencer, je vais vous montrer un exemple justement tout à l'heure, peut les faire commencer uniquement par un atelier qui va les motiver simplement. Et après, on va passer à l'apprentissage important. Par contre, il y en a d'autres, ceux qui sont très scolaires, et qui, pour eux, ça ne pose aucun souci, eh bien, on peut déjà les mettre dans cet atelier, je dirais, plus complexe, etc., directement. Donc voilà, on ne peut pas... Il y a un peu le cas par cas. Hein. Mais en même temps, c'est des groupes. Hein, on les met par groupe, on ne met pas un élève tout seul. Ça, c'est pas possible. Déterminer l'ordre dans lequel les enfants vont aller dans chaque atelier. Alors, l'atelier de départ, oui. Voilà, et s'il y a une erreur à ce moment-là, est-ce que ça peut avoir une influence plus tard sur la façon dont ils vont développer une intelligence plutôt qu'une autre? Non, parce que selon les disciplines, ils ne vont pas aller forcément dans la même... Ils ne vont pas commencer par le même type d'atelier. Il n'y a pas, non, pour le moment, on est encore dans des phases expérimentales. Hein. Donc, je ne connais pas une classe. Si j'ai connu une enseignante qui maintenant est conseillère pédagogique, enfin qui est, oui, au niveau de l'équipe de circonscription, mais qui, elle, mettait en place vraiment au niveau du CE2 les intelligences multiples, vraiment, je dirais, à haute dose, si on peut dire, parce qu'elle était complètement dedans. Mais elle me disait que pour elle, c'était automatique. Elle sentait et elle savait, elle faisait toujours la phase d'observable au départ. Et après, elle savait comment pouvaient évoluer les enfants. Elle les voyait évoluer. Et donc, du coup, c'était automatique chez elle. Elle savait que tel enfant, pour tel apprentissage, il devait aller là, il devait commencer là, etc. Et donc, elle adaptait ses situations en fonction de ça. Mais bon, maintenant, le reste, je ne peux pas vous dire plus parce que, je vous dis, on est vraiment encore dans des phases... Je dirais, les applications pédagogiques commencent à se mettre vraiment en place depuis, 3 ans, pas plus. Et dans mon école, on a eu beaucoup de turnover au niveau des enseignants. Donc, je n'ai pas une enseignante stable depuis le début de l'année. Enfin, depuis que j'ai commencé, je n'ai pas eu une enseignante vraiment stable dans ce déploiement. Donc, c'est difficile à dire. Pour le moment, je dirais, on n'a rien eu de vraiment caractéristique ni catégorique. Alors là, absolument pas. Non. Alors, ce que je peux vous proposer, ça n'avance plus. Non.
Ah bah du coup, ça a avancé 2 fois trop. Alors... Petite flèche, c'est bon là ou pas? Ah, d'accord. Ouais. Voilà, celle-là, oui, mais encore Ça. avant ça. Ouais. Alors, ici, je vais vous montrer justement pour répondre à la question de... Que tu veux quoi, la guerre mondiale? Non, avant. Avant, s'il te plaît. Voilà. Donc, c'est-à-dire, voilà, une situation en histoire au cycle 3, la Première Guerre mondiale. Vous avez 2 activités qui sont incontournables, qui sont le topogramme de la Première Guerre mondiale, dominante logique math, et la dominante visuelle spatiale. Et il s'agit ici, vous avez, donc on a cherché 8 situations différentes, donc ça permet aussi beaucoup d'étendre la culture générale autour de, je dirais là, c'est le thème de la Première Guerre mondiale, et vous voyez qu'il y a des activités qui sont tout à fait classiques, et d'autres activités qu'on ne pouvait pas imaginer particulièrement. Donc par exemple, classique, je ne reviendrai pas dessus, à la recherche des mots-clés, je vous avais 99% de l'histoire qui est enseignée de cette façon-là. Hein. Mettons 90 maintenant. Donc on donne des textes aux enfants et ils ont des questions, ils doivent répondre, etc. Voilà pourquoi la majorité des enfants n'aiment pas l'histoire. Hein, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir à lire des textes, ils vont avoir à répondre à des questions et ils vont avoir à écrire des textes aussi en plus. Donc pour eux, c'est souvent une souffrance. Pour un certain nombre d'enfants, c'est une souffrance. Donc ça ne les intéresse pas. Donc ils se barrent systématiquement, ils savent qu'ils ont cours d'histoire, ils vont se bloquer, puis c'est terminé. Alors là, on propose donc différentes activités, différentes situations, et notamment des situations pour motiver les élèves. Vous avez ici le jeu des... Non, c'est le bataillon scolaire, la dominante kinesthésique corporelle. Là, c'est tout simplement le jeu de Jacadi, et on demande aux élèves de trouver des ordres militaires possibles et impossibles, en fonction de Jacadi. Et là, c'est simplement pour les motiver à rentrer dans l'apprentissage et dans le sujet de la Première Guerre mondiale. Et ça de les faire. Hein. Ça, ils sont tout à fait motivés. Hein. Rien que l'idée d'avoir à construire ce jeu-là, ça dure un quart d'heure. Hein. Ils le font, ils ont un quart d'heure, 20 minutes maximum, pour construire le jeu qu'ils vont après faire en séance de PS en début ou en fin de séance. Et du coup, après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut les mettre sur 2 autres situations qui, elles, sont obligatoires. Donc la visuelle spatiale que je vais vous montrer et la logique math, qui est celle-ci. La logique math, c'est un topogramme de la Première Guerre mondiale. Donc là, chaque groupe d'enfants a un thème, doit travailler sur ce thème, c'est-à-dire on leur donne des textes, donc là, effectivement, ils doivent lire, hein, ils ont leur texte, mais ils ont un thème bien précis. Ils doivent lister, surtout pas écrire de texte, mais ils doivent lister les personnages principaux, les batailles, etc. Il est évident que ceux à qui on va donner les causes et les conséquences de la guerre ne seront pas les mêmes que ceux à qui on donnera les personnages principaux, les alliances. Vous vous en doutez. Voilà. Mais ça veut dire que chacun va travailler sur la Première Guerre mondiale, je dirais, à son niveau de centre d'intérêt et à son niveau d'apprentissage, au niveau de la lecture et de la compréhension de la lecture. Mais tous vont apporter, c'est comme un puzzle, vont apporter la pierre au puzzle. Et en résultat, ils auront tous sur leur cahier tout l'ensemble de ce qui est là. Ensuite, vous avez la deuxième situation qui est visuelle spatiale, une vraie situation visuelle spatiale, c'est-à-dire que vous avez 2 cartes, une carte avant, une carte après la Première Guerre, et vous avez un papier calque, des feutres de couleur. Vous demandez aux élèves de tracer les contours des pays qui ont changé de frontière d'une couleur, des pays qui n'ont pas changé de frontière d'une autre couleur, de les mettre dans un tableau. De répertorier ça, simplement. Voilà. Ils ont les cartes, il faut qu'ils observent, etc. Ça, c'est une vraie situation iconographique. Ils n'ont pas de texte à écrire. Ils entrent dedans, en un quart d'heure, 20 minutes, c'est fait. Donc, vous pouvez faire 3 activités sur le temps d'1 heure aux élèves. Des séances intelligence multiple comme celle-là ne prennent pas plus de temps que des séances classiques. Mais par contre, vous avez un résultat au niveau assimilation qui est 3 fois plus important. Et ça, on l'a largement expérimenté. Ceux qui ont terminé beaucoup plus vite, parce qu'eux, ils sont rapides, parce que ça, ils comprennent vite, etc., eh bien, l'autre activité, les images de la guerre. C'est le démarrage de la photographie de guerre
eh bien là aussi, on axe là-dessus, on leur donne des photographies à mettre en ordre chronologique. Après, ils pourront le présenter au groupe. Ils ne vont pas tous le faire, juste ceux qui ont besoin, parce que ils ont fini et que ça marche et que voilà, c'est bon. Et vous avez aussi donc une deuxième activité de motivation, je dirais, c'est la musicale rythmique. C'est mettre en son le journal d'un poilu. C'est le bruit de la guerre. On n'en parle jamais, si, à la télévision, on en parle dans les films, etc. Mais eux, quand on leur parle d'une guerre, on ne leur demande rien au niveau du son. Jamais. Eh bien là, les journaux d'un poilu. Moi, j'avais un de mes élèves qui m'avait apporté un jour le journal de son arrière-grand-père. Et effectivement, je l'avais lu tous les jours pendant toute la période où on a étudié la Première Guerre mondiale. Je leur ai lu un passage. Ah, ils étaient scotchés. Et du coup, on s'est dit, sur des textes très courts, très vivants, très dynamiques. On s'est dit, tiens, pourquoi pas, en musical, mettre en son le journal d'un poilu, avec tout ce qu'ils peuvent. Et bien, comment ils font? Ils préparent ça en classe, pendant un quart d'heure, sans les casseroles ni rien du tout. Et les casseroles et tout le Bataclan, ils le font dans la cour. Et là, je vous assure qu'ils ont leur cours dans la cour. Il n'y a pas de problème. Ça aussi, on l'a fait. Et après, pendant 5 minutes, eh bien, quand on fait la synthèse de toutes les activités, etc., et tout ce qu'ils ont dans leur cahier, ça, évidemment, ils ne le mettent pas dans leur cahier, ils n'ont pas besoin, eh bien, ils présentent leur activité, comme les autres ont présenté telle ou telle activité. Voilà, et chacun aura présenté une activité à sa mesure, à son niveau, tous positifs. Et dans leur cahier, il y aura quoi? Il y aura le visuel spatial, les cartes, il y aura le logic math avec le topogramme, et il y aura aussi le verbal linguistique fait par certains groupes qui auront fait la trace écrite. Il y aura l'essentiel. Et je vous assure qu'au niveau des évaluations, on a des résultats qui n'ont rien à voir avec les autres. Voilà, ça suffit. Alors effectivement, ils n'auront pas fait toutes les activités de la même façon, mais ce n'est pas nécessaire. Pour eux, je dirais, c'est ce qu'on appelle l'équité. On n'est pas au niveau de l'égalité. L'égalité, c'est quoi? Leur donner à tous la même chose pour qu'il y en ait un tiers qui, de toute façon, reste sur le palier. Voilà. Donc, et dans ces séances-là, on n'a aucun problème de comportement non plus. Ça marche très bien. Voilà. Alors, il y a eu une séance en kinesthésique aussi, où les enfants ont reproduit eux-mêmes les jeux qu'ils avaient observés donc avec les verbes à l'infinitif, et chacun avait pris un verbe ou par deux, etc. Et ils ont donc représenté les jeux dans la cour, dans les séances de PS. Donc voilà, donc c'est très complet. Et là aussi, elle m'a dit qu'effectivement, les enfants avaient acquis le singulier et le pluriel beaucoup plus rapidement que d'habitude, par les séances classiques. Voilà, bah écoutez, là j'ai fait le tour, si on peut dire. On va juste mettre la dernière diapo sur la bibliographie, pour ceux que ça intéresserait. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par contre, ce truc-là, il m'a l'air... Question ici. Bonjour. Petite question juste au niveau méthodologique. Je voulais savoir, la plupart des enseignants dans les témoignages disent qu'ils ont vu effectivement que leurs élèves avaient progressé dans certaines capacités. Et je voulais savoir comment ils les avaient évalués, combien de temps, et s'ils faisaient effectivement un suivi dans la classe supérieure, etc. Parce que c'est vrai que, voilà, savoir s'il y a vraiment un résultat. Alors, le suivi dans la classe supérieure, comme je vous ai dit, on est encore en stade expérimental, donc c'est des expérimentations qui sont encore relativement isolées. Là, on est en train de mettre en place cette année des suivis au niveau des classes, mais c'est très compliqué, parce que pour se mettre dans ce genre de démarche, c'est pas évident du tout. Et les enseignants sont souvent dans un peu leur train-train quotidien, et c'est très difficile pour eux de changer du jour au lendemain. Bon, maintenant, ils peuvent, comme je leur explique, mettre ça très progressivement en place. Alors là, ce sont des enseignants qui ont ce niveau de classe depuis plusieurs années, donc ils se sont rendus compte qu'effectivement, pour tel type d'apprentissage, cet apprentissage-là particulièrement, ils avaient pris moins de temps, et qu'il y avait eu davantage d'élèves parce qu'ils ont les évaluations de l'année dernière. Je dirais qu'il leur sert un peu de classe témoin, parce que bon, ils sont dans la même école, le même type de classe, et c'est comme ça qu'ils m'ont dit qu'effectivement, la classe avait progressé. Voilà, et qu'ils avaient, selon eux, d'après leurs résultats scolaires en comparaison avec l'année précédente, ils avaient eu de meilleurs résultats. J'ai une enseignante en maternelle aussi, en moyenne section, qui avait mis en place justement la construction du nombre. Et elle m'a dit, j'ai mis 3 semaines de moins
que l'année dernière. Et sans faire attention, elle a mis exactement, elle leur a donné la même évaluation et elle a eu nettement meilleurs résultats. Bon, on a aussi les enseignantes de CP et de CE1. En CP, ils avaient mis en place aussi dans mon école, en élémentaire, des situations en mathématiques, parce que mathématiques, c'est plus facile, c'est plus vite vérifiable aussi, c'est plus vite évaluatif. Et donc, elles avaient eu, alors j'étais présente en plus, c'était très amusant, la enseignante de CE2 qui leur a dit « Oh là là, les élèves que vous m'avez passés en maths, ils sont performants cette année. » Donc ça, voilà, c'est, je dirais, on n'est pas dans de l'évaluation statistique, on ne peut pas, hein, pour le moment c'est très difficile, ce qu'on aimerait pouvoir mettre en place c'est très difficile, mais on est sur des ressentis d'enseignants, je dirais, qui sont importants aussi. Parce que du coup, les deux enseignantes de CPS se sont tournées, elles se disent « Ah bon, comment ça se fait ?» J'ai dit « Mais attendez, qu'est-ce que vous avez mis en place pendant un certain nombre de séances ?» Voilà, je dis « Ça joue, et ça reste après, et ça reste de manière définitive. » Voilà, maintenant, je dis, on est vraiment encore au stade expérimental. Donc. Une autre question ? Et on a commencé aussi au collège. Au collège aussi, au niveau expérimental, c'est assez fabuleux. Je voulais savoir s'il n'y a pas déjà eu dans le passé des approches similaires qui n'avaient pas le même nom que ce que vous faites, mais qui ressemblent. Je ne sais pas, peut-être l'école Montessori ou des écoles comme ça qui ont peut-être, sans savoir, ou fait comme vous, je ne sais pas, ou en partie en tout cas. Mais justement, les écoles Montessori, elles, sont énormément dans le kinesthésique. Hein, donc, pour les tout-petits, évidemment, c'est l'idéal. Et elles accentuent énormément sur le kinesthésique qui fait que, effectivement, les enfants avancent très fort. Mais nous, on utilise tout. On utilise aussi bien, je dirais, Freinet, Montessori. Je dirais, on a vraiment... on essaye de mettre en place aussi à partir des démarches connues et déjà efficaces. Hein, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'on crée un lien entre tout ça, justement. Et surtout, on a une approche qui se veut positive de l'enfant, positive de son apprentissage et positive dans ses résultats. Voilà. Et j'ai une enseignante aussi qui m'a dit « Oui, ta démarche, etc. C'est oui, bon, si on veut, etc. » Mais je lui ai dit « Quand même, tu as peut-être appris quelque chose qui t'a intéressé. » Elle me dit « Oui, une petite chose. » Je dis « Ben, dis-la-moi. » Et elle me dit « Ben voilà, quand j'ai un élève qui ne réussit pas à une activité, je lui propose autre chose différemment. » Ben, je dis « C'est tout. » Voilà. C'est avoir déjà, comprendre qu'un enfant qui ne réussit pas, ce n'est pas parce qu'il est bête, parce qu'il n'y arrive pas, parce qu'il ne réfléchit pas, mais en premier parce que ce qu'on lui a proposé ne correspond pas à ce qui est attendu pour lui. Voilà. Et déjà, rien que ça, cette prise de conscience-là, elle est énorme. Et ça, c'est, je dirais, à tous les niveaux des enfants. Hein, c'est valable pour tous. On n'a pas de recul de résultats sur une génération. Non. Non, on a commencé, je vous dis, pour nous, on a commencé il y a 4 ans. Donc sur une génération, on pourrait faire... Alors, on aurait des statistiques au niveau maternel qu'on pourrait voir, mais on ne les a pas encore mises en place. C'est vrai que bon, c'est une adaptation à l'enfant, mais j'ai relevé 2 choses. D'abord, une remarque, c'est que d'apprendre l'histoire, ça provoquait de la souffrance. Et puis ensuite, dans les visuels, ici, il n'y avait que le mot « jeu ». Et il y a un moment, il faudra, comment dire, avoir des récoltes. Et on n'a pas de récolte sans travail et sans souffrance. Donc je ne sais pas si on peut faire le lien entre cet enseignement et les finalités qui sont poursuivies pour plus tard. Ah oui, mais nous, on n'est pas dans le jeu pour jouer, hein. On est dans le jeu pour apprendre. Et il n'y a pas que du jeu. Ah non, il n'y a pas que du jeu. Intelligence qui remplace le mot compétence. Et je ne sais pas si... Moi, j'ai l'impression d'être un petit peu dans un leurre. Non, non, le mot intelligence ne remplace pas du tout le mot compétence, parce qu'au niveau des évaluations, nous, on est resté dans les évaluations tout à fait classiques. L'enseignant, regardez dans ce que je vous ai expliqué au niveau de l'histoire, en logique maths, on n'est pas dans le jeu du tout, hein. Ils sont sur des textes, etc. En visuel spatial, ils sont sur des cartes. Voilà, mais on présente les entrées, et là, ce n'est pas du jeu, mais présenter de telle façon qu'il est possible à une grande majorité des élèves de rentrer dans ce qu'on leur propose. Au lieu de commencer par du texte uniquement,
et qui ne va pas du tout leur permettre d'avancer. Non, non, on n'est pas du tout que dans le jeu, hein, absolument pas. Et le mot compétence n'est pas du tout en dehors. On travaille sur des compétences. C'est la compétence et on propose des entrées. C'est différent. Une autre question. L'objectif, c'est de mettre en valeur tous les points forts ou corriger les points faibles. Dans le sens, s'il y a un point faible, dans le sens, on n'est pas très intelligent dans le visuel, dans le naturel. Est-ce que l'objectif, c'est de travailler plus ou de se concentrer sur les autres intelligences? Alors, je dirais il n'y a pas de plus ou moins intelligent, hein, c'est pas la question. C'est on s'appuie sur les points forts, donc pour démarrer, d'une manière générale, pour démarrer, surtout pour les élèves en difficulté. Hein, ces élèves qui ont du mal à rentrer dans les apprentissages. Les autres, ce n'est pas nécessaire. Les autres, ils ont un certain nombre d'activités à faire de toute façon obligatoire, mais on va cibler certains élèves pour les aider à rentrer dans l'apprentissage en partant de leurs points forts, si possible, pour les aider à développer et solliciter et améliorer les autres points. Voilà. Mais l'objectif, c'est justement d'apprendre. Hein, et d'apprendre de toutes les façons.